Eh bien, tout d'abord, merci de cette invitation. Merci au Sirette, merci à Jean, merci à Florent et merci à tous les participants qui usent de leur temps pour m'écouter ce soir. Donc, un très grand merci. Euh, Comme le livre est écrit, je ne vais pas faire un résumé du livre, ça n'aurait vraiment pas un très grand intérêt. Mais par contre, peut-être comme le livre est 20 et quelques années plus tard, la conséquence de recherches que j'ai développées entre plus ou moins les années 80 et 2000, euh, et que ces recherches étaient concrétisées en 2000 par un doctorat de sciences de l'éducation avec Gaston Pinault, qui est membre du CIRET. J'ai trouvé intéressant, et Gaston est un grand spécialiste des histoires de vie, j'ai trouvé intéressant de réutiliser un petit peu cette ligne historique du chemin de vie je fais des erreurs entre le français et le portugais. J'ai peu l'habitude aujourd'hui de parler en français, donc si le portugais vient, je suis vraiment désolé, vous me rectifier. Oui, donc je vais essayer un petit peu d'expliquer la genèse de ce livre, hein, qui a été édité l'année passée, qui a été finalisé au niveau rédaction début des années 2020. Comme toujours, il est assez difficile de trouver des éditeurs. Donc, merci Florent d'avoir permis cette édition. Donc, voilà, c'est un peu l'histoire de cette genèse, hein. Cette genèse, elle s'enracine au début, bien sûr, je ne savais absolument pas ce qu'était la transdisciplinarité, dans ma propre formation, qui est une formation, je parle des années 60, 70, début 80, qui était à la fois académique, hein. J'avais à ce moment-là déjà un doctorat de médecine et ce qu'on appelle aujourd'hui un master en microbiologie. J'avais une certaine vie académique. J'ai été médecin des hôpitaux en oncologie, chercheur à l'Institut Pasteur, 3 ans. Mais j'avais également une formation non académique. Toujours été ouvert à d'autres savoirs, d'autres connaissances, et en particulier associé à mes rêves. Je vous parlerai peu des rêves aujourd'hui, mais ils participent beaucoup de cette histoire aussi. Par exemple, j'avais eu un rêve fin des années 70 où j'étais fils de Thoth-Hermès. Je savais pas du tout qui était Thoth-Hermès. Et cherchant un peu dans la littérature, je me suis aperçu que c'était les alchimistes qui s'appelaient comme ça. J'ai rencontré un alchimiste qui m'a dit, qui s'appelait Jean Dubuis, qui m'a dit, bon, si tu t'intéresses à l'alchimie, bah, il faut que tu sois astrologue, kabbaliste, médecin. Bon, je l'étais, et alchimiste, parce que ce sont des connaissances assez amples. Donc, je me suis mis à travailler la kabbale, un peu l'astrologie, etc. Par la médecine chinoise, ben, j'ai pas mal travaillé le taoïsme. J'ai fait une formation d'homéopathie. J'étais très impliqué aussi dans une certaine vision associée à la tradition hermétique du Moyen Âge et à la tradition chevaleresque. Voilà, tradition grecque, philosophie grecque, et vous voyez la confusion de ma formation à la fois académique et non académique. Mais en même temps, ces différents entendements me questionnaient à la fois sur un plan personnel et d'autre part sur un plan professionnel. Parce qu'après cette phase plus institutionnelle, je me suis installé en médecine libérale et j'ai commencé à travailler dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une médecine intégrative. En réalité, bon, j'étais à la fois, bien sûr, médecin allopathe, j'ai jamais rejeté l'allopathie, la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture, l'homéopathie, je travaillais également l'interprétation des rêves. Donc j'avais différentes casquettes, une trace, entre guillemets, dans ma formation professionnelle. Et, euh, et ben, c'était pareil. Est-ce qu'il y a, comment euh, tenter de rencontrer une certaine intégration, communication entre domaines ou disciplines qui, en fait, ont beaucoup de difficultés à communiquer entre eux, hein. C'est aussi la base de la démarche transdisciplinaire, hein. La fermeture
disciplinaire de chaque discipline, hein, sur son objet, etc. Donc j'en étais un petit peu à ces questions, mais qui étaient vraiment à visée personnelle. Et cette difficulté d'articulation des différentes formes de soins en particulier, et également différentes formes de connaissances, m'a invité à faire pour moi-même, hein, parce que ça, ce sont des démarches personnelles, à faire une hypothèse que j'ai appelée à ce moment-là d'invariance anthropologique. Et que je me suis dit que si tout compte fait, c'était l'homme qui était au centre de toutes ces démarches que je développais. Et si c'était l'homme, eh ben, il devait quand même y avoir un certain point de convergence, parce qu'on ne parle pas de 50 000 hommes. L'homme de 2000 ou 3000 ans, d'une certaine façon, a peu évolué par rapport à l'homme moderne, etc. Et l'homme chinois est peu différent de l'homme français que j'étais, etc. Même si, bien sûr, culturellement, des choses sont différentes. Mais au niveau des connaissances basiques, de base, j'avais fait cette hypothèse qu'il devait y avoir un point commun, un modèle commun qui me permettrait de créer les passages, les interfaces entre ces différents champs euh, culturels, cognitifs, etc. Et là, comme j'ai une certaine capacité de synthèse, j'avais réussi à trouver ce méta ou transmodèle, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, dans le cadre des connaissances traditionnelles fin des années 80. C'est-à-dire j'avais sans aucun problème la possibilité, sur une modélisation, on pourrait dire une sorte isomorphique, la possibilité de faire le lien entre, par exemple, le yoga tantrique, la tradition chinoise et le taoïsme, la kabbale plus ou moins occidentale, euh, par exemple, Chrétien de Troyes et la chevalerie du XIIe siècle en France, etc. Mais, fin des années 80, j'avais l'incapacité d'intégrer l'homéopathie et la médecine académique ou les connaissances académiques, scientifiques que j'avais développées, par exemple, à l'Institut Pasteur, etc., et en microbiologie. Donc, il y avait là une difficulté et j'arrivais pas à trouver les passages. Et début 90, par l'intermédiaire du Brésil, parce que j'ai été invité à l'époque pour faire ce qu'on appelle ici des workshops sur différentes sciences traditionnelles. Mes amis du Brésil m'ont parlé de Bassara Nicolescu, que j'ai rencontré, si je me rappelle bien, en 2012, fin 2011 ou début 2012. C'est lui qui m'a introduit au SIRET, mais surtout qui m'a permis, en parlant avec lui, d'enfin percevoir qu'il y avait une possibilité de lien entre science et tradition. Pourquoi? Parce que bien sûr, il travaillait sur la question de niveau de réalité, qui pour lui s'enracinait plutôt bien sûr sur la physique quantique, mais qui pour moi faisait sens parce que toutes les traditions parlent de monde. Hein. Euh, alors on parle du monde de Bria, de Yetzira en Kabbale, par exemple, euh, ou dans d'autres traditions, où il y a je sais pas, par exemple, l'allégorie de la caverne de Platon qui montre différents états d'être, hein, entre l'intérieur de la caverne, l'extérieur de la caverne, etc. Donc là, j'ai perçu qu'il y avait un lien possible entre science et tradition, et de fait, en travaillant dans cette dynamique, j'ai pu établir peu à peu, j'ai pu construire ce lien, et établir le pont avec des connaissances plus académiques. Une autre rencontre, une autre pierre un peu de fondation de ce chemin a été, par l'intermédiaire du CIRET, en 93 de mémoire, la rencontre d'Edgar Morin et la pensée complexe. Et parce que j'avais lu dans un de ses livres, hein, je ne me rappelle plus trop lequel, mais je pense que c'était Introduction à la pensée complexe de mémoire, sans certitude, mais il avait donné une définition qui m'a beaucoup parlé de la complexité, parce il disait que la complexité, c'était tisser ensemble, quasi étymologie de tisser ensemble. Et ça a fait totalement sens pour moi, parce que sur une dizaine d'années, entre 80 et 90, je m'étais, si j'ose dire, cassé les dents sur une autre recherche que je faisais, parce que étant euh, formé à la médecine traditionnelle chinoise, la tradition chinoise, le bouche à bouche chinois,
c'est que, un bon médecin chinois ou un bon acupuncteur devait connaître le I Ching. Cette information qui est totalement traditionnelle en Chine était bien occultée en Europe, parce que bien sûr le I Ching est considéré comme un livre New Age, etc., ce qui bien sûr n'a absolument rien à voir. C'est une connaissance beaucoup plus profonde que l'on peut imaginer. Mais et surtout que l'ordre du I Ching que nous avons à disposition depuis très longtemps n'était pas l'ordre véritable du I Ching. Alors comme je suis toujours très curieux, je me suis demandé, mais quel serait donc cet ordre véritable du I Ching? Comment, sur une série de 64 hexagrammes, comment l'ordonnancement très précis de ces hexagrammes aurait été modifié? Bon, il m'a fallu 10 ans pour tenter pour découvrir cet ordre véritable. Parce que, bon, c'est d'une haute complexité, hein. Il y a 64 informations, comment elles s'organisent entre elles, etc. Et quand j'ai enfin réussi à découvrir cet ordre véritable, et de fait, pardon, il y a un certain nombre d'hexagrammes qui sont modifiés au niveau de leur ordre, j'ai perçu que tout était un jeu de miroirs, et que justement ce sont ces jeux de miroirs entre différents niveaux de réalité qui construisent ou qui détruisent cet ordre véritable. C'est très précis, c'est vraiment mathématique. Et au final, j'ai perçu, en recomposant cet ensemble de 64 hexagrammes, qu'en réalité, il y avait deux sources d'information, une qui venait de ce que la tradition chinoise appelle le ciel antérieur, Roto, qui est en fait, on pourrait dire, le monde spirituel, hein. Ce monde du ciel antérieur est ce qui existe avant la fécondation et auquel on retourne après la mort, et le ciel postérieur, qui est la réalité dans laquelle nous sommes entre la fécondation et la mort. Et en réalité, il y avait deux fils qui se tissaient, l'un associé à cette dimension spirituelle et l'autre existentielle. Cette métaphore du tissage, qui pour moi était très heuristique, je l'ai ensuite utilisée dans mon doctorat de sciences humaines, enfin de sciences d'éducation, avec un fil de trame qui est la vie existentielle, l'histoire de vie existentielle, et un fil de chaîne qui est l'histoire de vie onirique, mais je vais revenir sur ces questions. Et donc là, j'avais un autre lien possible entre science et spiritualité, ou science et connaissances traditionnelles, qui a été cette question de complexité, de tissage euh, que proposait Morin et qui faisait de nouveau sens pour moi avec mes propres recherches. Et euh, un autre élément de fondation de cette articulation a été la recherche de doctorat que j'ai fait ultérieurement avec Gaston Pinault à la fin des années 90. Et ça a été très curieux parce que ce doctorat a été accepté à Tours sur un thème qui n'était pas du tout celui que j'ai soutenu. Et c'est Gaston Pinault qui est revenu deux fois vers moi, me disant, bon Patrick, au lieu de travailler là, tu devrais travailler sur ta propre histoire de vie. Pour ceux qui connaissent Gaston, là, ils savent que c'est un grand expert international des histoires de vie, comme méthodologie en sciences humaines. Et un mois plus tard, il m'a dit, mais Patrick, je ne sais pas pourquoi je lui avais dit ça, j'avais déjà des centaines de récits de rêves écrits. Il m'a dit, Patrick, il faut à tout prix que tu intègres euh, tes rêves à cette histoire-là, à cette recherche. Alors, je me suis retrouvé avec, là, à l'époque, il y avait 750 rêves écrits sur plus de 20 ans. Je me suis retrouvé avec 750 rêves d'une part et une, et une histoire non tant de vie, mais de formation, euh, mais qui a été, cette intuition de Gaston était très heuristique pour moi, parce que elle m'a ouvert petit à petit, premièrement, à la question de l'épistémologie, parce que jusqu'à ce moment-là, j'avais quasiment jamais entendu parler de ce mot. Et associé à l'épistémologie, eh ben, comme mon histoire de formation croisée différents champs traditionnels et académiques, ben, j'ai fait toute une recherche sur les indicateurs associés à chaque discipline que j'exerçais. Par exemple, l'acupuncture, la médecine chinoise, c'est une médecine d'évidence holiste. L'homéopathie, que l'on
puisse le croire ou non, c'est une application directe de Descartes, étant d'une pensée duelle, hein, le dualisme de Descartes. Bien sûr, la médecine académique et scientifique, c'est le monisme matérialiste. Et, euh, et donc, j'avais différents champs épistémiques qui s'intégraient également dans cette histoire. Euh, la question Morin, Tissa, Jitching, etc., ben, je l'ai réutilisé pour tenter de modéliser ben, cette séquence entre histoire de vie ou de formation et histoire onirique. Alors, histoire onirique, bon, qu'est-ce que vous faites dans une recherche hein, avec 750 rêves? En fait, j'imagine ce que quelques chercheurs feraient, c'est-à-dire que ben, je lisais la séquence de rêves à la recherche d'indicateurs. Alors, j'avais des tableaux énormes avec couleurs, animaux, personnes, religions, symboles. Hein. Bon, et bon, on se perd un peu dans tout ça. Mais faisant cette lecture et relecture des quantités de fois, je me suis aperçu qu'en réalité, à un certain moment, cette séquence de récits de rêves parlait de ce que j'ai appelé à partir de là une histoire de vie imaginale. C'est-à-dire que j'entrais dans le mythe de mon âme, donc d'une dimension associée bien sûr au rêve, donc à l'inconscient, qui me racontait une méta-histoire associée à ma propre histoire de vie. Et de là l'idée de créer cette articulation, ces liens, parce que c'était possible dans la mesure où mes rêves étaient datés, et mon histoire de formation également. Donc l'interaction historique entre ces deux plans était tout à fait possible. Donc j'ai pu ainsi petit à petit arriver à modéliser ces ensembles. Je me suis aperçu aussi dans ces lectures qu'il y avait des ruptures, par exemple des ruptures associées à des couleurs, à des nombres, etc. On pourrait dire des changements de niveau de réalité, pour parler un langage plus disciplinaire, et que chacune de ces ruptures était associée dans mes rêves à à des informations associées à la mort et à la naissance. Au début, bien sûr, dans les années 70, j'ai pris ces informations littéralement. Hein. Quand vous avez un rêve où on vous parle de votre propre mort, ben, vous prenez ça au niveau littéral. Bon, pour m'apercevoir un peu plus tard que ça n'avait absolument rien à voir et qu'il se traitait plutôt de ce qu'on appellerait dans la tradition ou dans la religion chrétienne, par exemple, la seconde mort. Et que de fait, ces histoires de mort et naissance étaient des changements phénoménologiques, des changements de niveau de réalité. Euh, donc, voilà, cette recherche a été sur ce plan-là extrêmement heuristique et, et m'a aussi permis de réentendre un certain nombre d'auteurs que jusque-là j'avais lus mais sans pleinement les comprendre. Et là, je fais référence au groupe Eranos. Hein, je ne sais pas si vous connaissez un peu le contenu enfin les personnes de ce groupe. Hein. Le groupe Eranos en Suisse, c'était Jung, c'était Henri Corbin, c'était Mircea Eliade, c'était Gilbert Durand, qui a participé du premier congrès mondial de transidentité où j'étais et que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui travaillait sur les régimes de l'imaginaire. Euh, C'était qui d'autre? Campbell, par exemple, un mythologue, euh, euh, un kabbaliste qui s'appelle, euh, je sais pas comment il s'appelle déjà. Hein, avant de revenir. Bon, kabbaliste, il y avait des hindouistes, il y avait des personnes qui étaient associées à la Chine, etc. Et toutes ces personnes-là parlaient de l'importance d'une certaine rénovation de la science et de réintroduire au niveau de cette bipartition corps-esprit ou monisme intérieur, de réintroduire la dimension de l'âme et de l'imagination de l'imagination véritable. De là, j'ai perçu qu'effectivement, cette question d'un monde imaginal qui se manifestait dans mes rêves était absolument une clé essentielle pour ouvrir cette question de niveau de réalité et de journal intérieur, de chemin intérieur, de quête intérieure.
Donc ça m'a permis de restaurer le lien qui était perdu depuis Descartes, hein, à l'imagination vera, à l'âme spirituelle, hein. Parce que quand on regarde ce qui a été l'objet du livre, là, le premier chapitre du livre parle un peu de ça, ces changements paradigmatiques qui apparaissent dans l'histoire, hein. On voit bien qu'avec Descartes, l'âme disparaît, un corps-esprit, respectant ça, et que l'imagination vraie, la subjectivité également disparaissent, hein. Donc, pour revenir par exemple à Platon, monde sensible, monde intelligible, et entre les deux, une sorte d'échelle de Jacob, hein, par exemple la caverne de Platon, ben, on détruit la caverne et on reste seulement avec deux dimensions qui ne communiquent plus entre elles. Et au final, avec le monisme matérialiste, on détruit même l'un des deux pôles de cette manifestation en ne considérant plus que la dimension matérielle. Donc, voilà, cette recherche m'a permis de recréer ce lien perdu à l'imatio vera, à l'âme. Hein, Jung pourrait parler du self. Et également, j'ai pu réarticuler cette construction, ces différents niveaux de réalité avec les différents paradigmes que j'ai rencontrés dans ma propre recherche, les différents champs épistémiques comme je disais, entre holisme et médecine chinoise traditionnelle, dualisme et homéopathie, etc. Et donc, arriver à modéliser ces différents champs cognitifs, également associés à ces différents niveaux de réalité, associés à mon travail de recherche et aux indicateurs associés à mes rêves, parce que, comme je disais, il y a de très nombreux indicateurs qui ponctuent chaque niveau de réalité, en réalité, sur le plan onirique. Donc, et tout ça était aussi intimement relié à une question qui, qui me taraudait depuis longtemps, parce que comme je travaille aussi la Kabbale et que la Kabbale, euh, il y a deux textes fondamentaux en Kabbale, hein, qui s'appellent le Maaseh Merkaba, qui est le Chardéli, qui parle plutôt de la finalisation de l'œuvre, et un autre qui parle du début de l'œuvre, qui est Maaseh Bereshit, qui est en fait le texte de la Genèse biblique, hein, Genèse de l'Adam Kadmon et Genèse d'Adam. L'une des phrases qui me questionnait beaucoup, c'est que juste après la chute d'Adam, hein, après que Adam ait un vêtement de peau, tant qu'il arrive dans le monde physique, Dieu demande à Adam, mais Adam, où es-tu? Et cette phrase, pour moi, elle est fondatrice de tout mon questionnement. Parce que, en réalité, le où répond à la question phénoménologique, aux différents niveaux de réalité, hein. Il y a différentes demeures dans la maison du Père, hein. Jean. euh, donc, la question du où renvoie à la phénoménologie et la question du es-tu, l'étant, renvoie à l'ontologie. Donc, je me suis aperçu qu'en réalité, ma construction était, sur un plan pratique, était cette articulation permanente entre phénoménologie et ontologie. Et qu'il y avait toujours une interaction, parce que quand on est sur un certain niveau de réalité, on a toujours une certaine vision du monde, une certaine perception du monde sur le plan phénoménologique. On perçoit une chose et non nécessairement autre chose, d'où les contradictions possibles quand on parle d'une observation, hein. On ne peut pas observer du tout les mêmes choses. Et d'autre part, cette observation, elle est intimement associée à un sujet qui pense ce qu'il perçoit et donc à une dimension ontologique. Et de là, cette articulation entre monde sensible et monde intelligible également de Platon, par exemple, tout ça s'est complété par certaines recherches associées, comme je disais, par exemple à l'alchimie, à Jung, qui, à la fin de sa vie, a ouvert cette dimension de l'alchimie dans son propre champ de recherche. Gilbert Durand a travaillé sur les régimes de l'imaginaire, et là aussi ça a été très heuristique, hein. Un régime diurne, deux régimes nocturnes, un mystique, l'autre synthétique. Tout ça n'est pas par hasard dans les recherches de ces personnes-là, hein. Henri Corbin, que j'adore, hein, qui parlait du sophisme chiite et du monde imaginal. Donc tout ça s'est combiné en réalité dans mon propre travail, pour me donner une perception beaucoup plus claire de tout cet ensemble. Et donc la modélisation que j'ai faite, hein,
était en réalité de pouvoir interlier euh, deux dimensions, et c'est en ce sens-là que j'ai un peu divergé de Bassarab, qui considère qu'il y a trois piliers, hein, comme chacun le sait, à la transdisciplinarité. Pour moi, il y en a deux, hein, qui sont, l'un est phénoménologique et l'autre est ontologique, et associé pardon, avec la dimension ontologique, il y a la question de la rationalité, et donc le paradoxe qui fonde la rationalité, parce que d'une façon fondamentale, n- la séquence de rationalité que l'on peut rencontrer euh, peut se révéler paradoxale, hein. Si par exemple, qui est un peu la question de la transdisciplinarité, hein, on intègre, enfin, on considère tiers exclu et tiers inclus, il y a un certain paradoxe entre les deux, une contradiction entre les deux, hein. L'un ne peut pas être l'autre, par exemple. Donc toute la question pour moi est que le paradoxe, il peut intégrer à un métaniveau deux dimensions qui sur un autre niveau s'opposent, hein. Et donc le paradoxe était un peu le principe gnoséologique et le principe méthodologique dans les différents niveaux de rationalité, hein, que j'avais développé dans ma thèse. Et sur un plan non pas ontologique, mais phénoménologique. Donc, c'était la complexité qui était le second pilier, et comme méthodologie appliquée, les différents niveaux euh, de- les différents niveaux de réalité. Donc, ma construction, c'était deux principes gnoséologiques, phénoménologiques et ontologiques, et deux principes méthodologiques qui en découlent, différents niveaux de rationalité et différents niveaux de réalité, tout cela s'articulant sur un certain degré, Adam, où es-tu, hein, sur un certain degré d'être, un certain degré de l'échelle de Jacob, parce que en fonction du degré, la phénoménologie et la rationalité de l'être humain que je suis est différente, hein. À un certain, bon, on a tous vécu ça, hein, à un certain niveau, on peut être totalement identifié comme matérialité, et à un autre moment de notre vie, s'ouvrir à la spiritualité, par exemple. Il n'y a pas de contradiction dans tout ça. C'est une séquence quelque part logique. Donc voilà, ça a été un petit peu la construction de ce modèle transdisciplinaire dans les années 2000, euh, qui ensuite a ouvert un peu le laboratoire des sciences de l'éducation de Tours à la transdisciplinarité. Gaston y a été très sensible et ensuite a participé beaucoup à cette démarche. C'est lui qui, comme nous l'avons dit là, dans notre rencontre, avec Florent, a permis de créer la collection Interface et Transdisciplinarité, euh, comme Jean l'a dit avec insistance au pluriel. J'avais beaucoup insisté sur le pluriel déjà en 2005, parce que je me suis aperçu que, bon, je n'ai aucune prétention à dire qu'une personne a raison, l'autre a tort. Chacun a un certain point de vue légitime, hein, de son processus. Donc j'avais une certaine divergence avec, par exemple, Bassarab, mais il a raison dans son système, et j'imagine que je peux avoir raison dans le mien. Quand j'ai participé à différents congrès, etc., dans les années 90, 2000, sur la transitolarité, j'ai aussi vu que, bon, il y avait des confusions. C'est pour ça que là, dans ce livre, là, récent, j'ai voulu un peu clarifier la question de discipline, inter et transdisciplinarité. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes qui parlent de transdisciplinarité parlent d'inter et même de pluri, hein. Mais pour moi, les méthodologies, la construction épistémique est totalement différente. Euh, donc, euh, j'ai voulu, euh, donc 20 ans plus tard, dans les années 2020, je me suis dit, tiens, bon, aujourd'hui, j'ai plus 750 rêves, mais j'en ai plus de 1500. Donc, voilà, j'ai eu envie de refaire, mais à titre personnel, mon propre processus de recherche, intégrant cette fois-ci un peu plus de 40 ou 50 ans de vie professionnelle, histoire de formation. J'ai repris la même méthodologie et plus de 1500 récits de rêves, pour arriver à compléter un petit peu une partie qui pouvait manquer en 2000. Donc ça a été l'objet d'un livre qui a été édité au Brésil, mais pas en France, hein, en 2004, 2024, pardon,
qui s'appelle L'être et les rêves, la psychontologie entre science et spiritualité. Hein. Et vous voyez que ce néologisme psychontologie, il, il, il est constitué de cette dimension phénoménologique et ontologique, hein, pour que la psyché d'évidence est un miroir, dont ma dimension phénoménologique et l'ontologie, bien sûr, parle de l'être. Donc, comment cette articulation entre psyché et onto euh, construit cette articulation également entre science et spiritualité et peut éclairer cette modélisation transdisciplinaire sur laquelle je travaillais. Donc là, ce livre a été édité au Brésil, traduit en brésilien, hein, bien sûr, mais non édité en France, parce que pour l'instant, j'ai jamais trouvé d'éditeur. C'est un livre de 550 pages environ. Et d'autre part, j'ai eu envie de, un peu comme un témoignage, euh, bon, de fin de vie, j'espère que non, mais un peu de fin de carrière, hein, associé à la transdisciplinarité et à tout ce qui a pu construire ce cheminement. J'ai eu envie d'écrire le livre là, que Florent a publié, hein, intitulé La transdisciplinarité dans l'évolution de la pensée, entre, à travers et au-delà des connaissances scientifiques, point d'interrogation. Je tiens au point d'interrogation, donc je tiens au pluriel de interface et transdisciplinarité. Donc le livre, ce livre, il reprend un peu toute cette construction qui s'est historiquement développée dans ma propre réflexion. Et en premier lieu, euh, l'organisation des savoirs, euh, bon, peut-être pas dans le monde entier, ce serait un travail énorme, mais au moins dans le monde occidental, hein. Euh, comment la dimension mythique se manifeste au départ, le mythos, hein. Les mythes sont fondateurs des sociétés euh, originelles, hein, systématiquement. Comment peu à peu il y a des glissements épistémologiques, comment le mythos s'efface face au logos, etc. Comment petit à petit cette vision corps, âme, esprit, qui est une vision qu'on pourrait qualifier d'holiste, va se fragmenter, en particulier dès le XIIIe siècle, plus ou moins avec la, le conflit entre thomisme et avéroïsme, comment tout ceci a des conséquences dans le dualisme de Descartes quelques siècles plus tard, etc. Donc, c'est un peu à cette construction des savoirs que j'ai souhaité participer. Bon, il y a bien sûr de très nombreux autres points de vue possibles. Euh, euh, j'ai vu là, j'ai reçu une information d'une personne qui s'appelle De Paulis, là, qui traite aussi un peu là, de cette histoire de la construction épistémique, qui est certainement très intéressante également. Euh, euh, voilà. Mais de façon fondamentale, pour moi, ça renvoie, cette construction du livre renvoie à ces deux questions, hein, associées à Adam, où es-tu, hein. Comment je perçois ce que j'observe, hein, et qui porte la question d'une phénoménologie, mais qui est nécessairement plurielle, hein, associée à différents niveaux de réalité, et comment je pense, comment j'analyse ce que je perçois au présent de moi-même, parce que la définition de l'onto, hein, c'est de l'étant, euh, participe présent du verbe être, l'étant, hein. C'est intéressant. Donc, comment je participe au présent de mon être, hein. Et cette participation au présent de mon être, c'est associé à comment je pense et j'analyse. Donc, quel type de rationalité euh, que j'utilise décrit mon être au présent de lui-même. Donc, l'ontologie utilise la rationalité pour élaborer un discours et des théories sur la nature de l'existence ou du réel. Euh, et, et, euh, et ce discours, il est catégorisé, il est hiérarchisé sur différents degrés de l'échelle de Jacob, différents niveaux de réalité. Ces niveaux de réalité, ils sont à la fois hiérarchiques et non hiérarchiques. Pour de façon fondamentale, on est dans des paradoxes. Voilà, donc c'est un peu ça, cette histoire que je vous convie, si vous avez envie de lire un jour le livre.
Et, et avec cette construction épistémologique, bon, c'est un peu les chapitres finaux, j'ai essayé d'éclairer un petit peu mieux la question méthodologique qui pouvait s'y associer, et puis créer quelques ponts, mais très légers, hein, sur de relations entre la transhyperité, la transculturalité, le transreligieux, etc. Voilà, pour terminer l'ouvrage. Un peu la séquence historique de cette écriture. Merci. Et, Patrick, un grand merci pour cette intervention qui a été extrêmement profonde. Relier l'histoire de vie et les rêves, c'est effectivement quelque chose pour moi de totalement inusité. Et avoir fait le lien donc de cette manière-là avec enfin, sur ces thématiques donc avec la transdisciplinarité, c'est vrai que c'est pas commun et je trouve que ça ça ouvre des portes, hein, vers un développement que l'on peut envisager vraisemblablement sur la transdisciplinarité. Euh, donc en fait, tu as réussi donc à faire le lien entre les histoires de vie sur lesquelles donc tu t'es penché, sur lesquelles donc tu as fortement travaillé donc avec avec les rêves, et j'ai été sidéré que en fait tout était daté, c'est-à-dire que donc tu as eu cette capacité de te souvenir et de penser donc à noter ces souvenirs euh, avec une J'ai pas eu datation la volonté. possible. J'avais simplement le réflexe. J'ai Oui, noté mes rêves sur plus de 20 ans sans jamais les utiliser. J'étais très intéressé par les rêves, mais j'ai jamais fait, par exemple, le travail de psychologie, de psychanalyse, les concernant. Mais chaque fois que j'avais un rêve ce matin, enfin, cette nuit, j'ai fait un rêve, donc je notais la date d'aujourd'hui et mon rêve. Donc tout ça est écrit. Donc il y avait des dates. Donc, comme il y avait des dates, quand ensuite tu travailles sur ta propre histoire de vie ou de formation, tu as des dates également, hein. oui, Tu as eu, d'accord. Ça tu as te donne des changé points de de. repère, donc voilà. Voilà, ce sont des points de repère. Donc, à partir de là, j'ai pu interlier ces dimensions entre elles et voir comment elles communiquaient entre elles. Et j'ai vu par exemple que certains éléments venaient de la vie existentielle et nourrissaient les rêves, mais que pour l'essentiel, c'était les rêves qui nourrissaient la vie existentielle. Le tissage, hein, c'est un double mouvement. Donc ce double Oui, mouvement existe, je l'ai vérifié, mais en réalité, il y a une question qui est vertigineuse, hein. C'est quelle est l'intelligence qui, sur le plan de la Bildung, de la Gestalt, ou c'est quelle est cette intelligence qui structure nos rêves? Et comment cette intelligence nous parle? Hein, parce que dans la tradition, cette intelligence est associée à ce qu'on appelle la langue des oiseaux, qui est la langue spirituelle, qui est la langue des symboles, la langue symbolique. Tout rêve est symbolique. Et l'interprétation est symbolique. Donc il faut connaître la langue des oiseaux, c'est-à-dire les symboles, est essentiel si l'on veut interpréter les rêves. Et de notre côté, bah, l'histoire de la vie existentielle ou la vie existentielle, elle est associée à une langue qui n'est pas la même, qui est la langue maternelle. Et cette langue maternelle, Gilbert Durand parle de ça et bien d'autres, est associée à la langue du serpent. Pourquoi la langue du serpent? Parce que la conscience, la fonction de la conscience pour naître au monde existentiel, la fonction de la conscience, un processus de séparation. Si j'ai conscience là des participants à cette table virtuelle, c'est que je fais la différence entre eux. Donc là, tiens, ça c'est Maria, ah, là c'est Laurent, là c'est Florent, etc. Donc la conscience, elle sépare les choses, hein. Et là, vous pouvez peut-être entendre un peu mieux.
une parole de Morin qui est séparé, relié. Que séparer, c'est la langue du serpent, relié, c'est la langue des oiseaux. Parce que l'étymologie de symbole, symbolein, c'est reconstituer une unité sur une poterie ou une pierre qui a été coupée en deux. Donc symbolein, c'est réunifier, c'est l'étymologie même, hein, ce qui est séparé. Donc une chose sépare, l'autre réunifie. Merci. Natalia, Oui, bonsoir. Cher Bonsoir. professeur Paul, je vous remercie pour cette présentation qui m'a profondément touchée. Lorsque vous avez évoqué des noms qui me sont très chers, comme Durand, Morin, le cercle d'Eranos, Jung, j'ai senti une grande proximité avec mon propre cheminement. Dans mes recherches en lettres, je traite les textes à travers la psychologie des profondeurs, la kabbale et l'alchimie spirituelle. Votre perspective m'intéresse d'autant plus que venant de la médecine, comme mon père d'ailleurs. Donc, vous ouvrez des horizons différents des miens, mais qui se rejoignent dans cette quête transdisciplinaire. Je me demandais d'ailleurs si vous faisiez allusion au kabbaliste Gershom Scholem en Oui, mentionnant oui, Eranos. merci. Oui, oui. Merci. Et Pardon. oui, très bien. Donc, j'ai hâte de découvrir votre livre qui semble répondre à des questions que je me pose moi-même. Le rêve, tout comme la poésie, joue un rôle initiateur et révélateur. Et récemment, un rêve m'a révélé une transmission transgénérationnelle. Dans une expérience où le rêve et la poésie se sont rejoints en quelque sorte, pour m'illuminer, pour me montrer quelque chose. C'est une expérience qui irrigue actuellement un livre que je suis en train d'écrire. Donc, j'ai voulu partager cette expérience qui est extrêmement personnelle avec vous, mais qui est en harmonie avec la thématique de cette soirée, de cet événement. Donc, je vous remercie du fond du cœur et enchantée, Monsieur Paul. Merci. Les rêves, si l'on regarde bien, portent cette dimension vraiment de révélation, de mystère. Pour moi, je dis, c'est un vertige de voir quelle est cette intelligence qui organise le rêve que je reçois, alors que moi, je dors, parce que la conscience est effacée, hein. Bon, en général, c'est pas si simple que ça, parce que la conscience peut petit à petit participer des rêves, en particulier dans la phase de l'albédo alchimique. Oui, Donc, oui, pour l'instant, je reste de façon très simpliste sur ce questionnement. Mais cette intelligence qui organise nos rêves, elle est appelée, au niveau de la philosophie, intelligence agente en général. Dans la tradition, dans la religion, elle est plutôt considérée comme esprit saint. Mais c'est vraiment cette dimension de l'esprit divin, de la singularité divine que je suis, qui parle avec moi. Euh, et quand on commence à approfondir cette dimension-là, on arrive vraiment à toucher des mystères très profonds. Et ces mystères sont intimement associés à la révélation, parce qu'à à nouveau, le rêve, je le reçois. Ce n'est pas moi qui peux créer mes rêves, qui peut organiser mes images comme je souhaiterais. Ça, c'est plutôt du registre de la fantaisie. Ce qui organise dans le domaine de l'imagination Vera, c'est vraiment cette pensée spirituelle, âme spirituelle, esprit, self, peu importe les définitions, euh, qui communique avec moi. Et la question n'est pas tant la communication aussi, bien sûr, il s'agit de recevoir, par exemple, un rêve, mais après, d'arriver à lire, à interpréter cette oui, information. Et pour arriver à interpréter cette information, c'est tout un travail de transformation intérieure, parce qu'il faut apprendre cette langue des oiseaux, il faut apprendre à penser en non-dualité et non en séparation, etc., oui. etc. La langue des oiseaux, c'est en effet la langue des profondeurs, Oui, du de la cachet, du poésie. mystère, de la Mm, poésie. Donc, mm, c'est un travail de décodage et qui ne se termine jamais. Et merci merci. beaucoup. Merci, c'est inspirant. Merci. Ça passe aussi par les jeux de mots, les sons, le volume. Euh, C'est très. et pas que par des Pardon, je vais peut-être symboles. interrompre. Les jeux de mots, oui et non. Euh, il y a certains auteurs alchimistes, on peut voir ça sur Internet,
ils considèrent que la langue des oiseaux, c'est seulement des jeux de mots. Je ne dis pas que ce ne soit pas le cas, mais c'est très réductionniste de ce qu'est la langue des oiseaux. Euh, donc, oui, d'une certaine façon, mais pour moi, la langue des oiseaux va très, très, très au-delà de jeux de mots. Très au-delà. Euh, la langue des oiseaux, c'est vraiment, c'est une intelligence qui est à l'intérieur de chacun de nous, hein, parce que c'est une langue qui est non apprise, à la différence de la langue maternelle qui est apprise. Hein. Donc c'est une donnée de base. C'est la langue la plus naturelle qui soit. C'est la langue pré-babélienne, hein, si on parle de mythe. Et cette langue euh, euh, qui est une donnée naturelle, ontologique en quelque sorte, en nous, elle a la capacité, enfin cette langue, cette intelligence, a la capacité de sélectionner certaines briques qui participent de notre vie existentielle, hein, parce que la langue des jeux à nouveau, ça n'est pas des jeux de mots, hein, c'est sélectionner un symbole associé à une voiture, à une maison, à la nature, à un Non. arbre, à un animal, etc. Si. Je parlais pas de jeu de mots au sens de joke, hein, je parlais de tissage entre les mots, entre les lettres, entre les sonorités qui peuvent être Ça, signifiants. c'est possible, là, je ne peux pas vraiment répondre, hein. Mais bon, seulement pour finir, ensuite on va peut-être revenir sur ce que vous dites même. Euh, Donc cette intelligence, elle a la capacité de sélectionner, quand on dort, hein, de façon onirique, euh, des matériaux qui sont intelligibles pour nous au niveau de l'interprétation. Toute la question, c'est que la logique et la structure de ces interactions, de cette sélection, euh, est une dimension qui n'est pas associée à notre rationalité commune. Donc il faut apprendre à changer de rationalité, apprendre à voir les choses de façon différente, à relier les choses entre elles pour petit à petit arriver à parler cette langue. Là, quand vous parlez de, de, de paroles, vous pouvez répéter un petit peu ce que vous me disiez à la fin, là, que j'ai certainement mal compris. Euh, Quand je parlais de jeu de mots, je parlais de choses qui se disent dans une phrase, dans un rêve, qui raconte quelque Hum, chose et qui peut relier deux mots qui sont en fait pas reliés dans le sens commun. hum. Et ces deux mots peuvent être signifiants de quelque chose. Oui, je concorde, hein, totalement. Parce qu'il y a toujours dans quelques discours que ce soit, hein, mais là on ne parle pas de la langue des oiseaux, on parle de la langue du serpent, la langue existentielle, notre vocabulaire existentiel. Et il y a toujours, euh, par exemple, les Chinois disent que la véritable musique, elle est entre les notes, hein. Donc il y a toujours un implicite aux notes de musique énoncées, donc à la parole énoncée. Donc c'est peut-être à ça que vous faites référence, hein, qu'il peut toujours y avoir un implicite et donc porteur de sens à une dimension qui autrement serait beaucoup plus linéaire. Donc là, je peux tout à fait concorder. Il y a d'autres choses qui se disent à travers d'autres liaisons entre les mots. Enfin, c'est ce que je voulais dire. Oui, 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 oui. Mais là, ça fait référence à une autre peut-être dimension. Bon, je ne vais peut-être pas entrer dans ces détails parce que ça serait peut-être un peu trop complexe. Mais par exemple, dans la tradition chinoise, on dit que le monde du retour, le monde de l'esprit, entre guillemets, il participe de notre vie existentielle, même s'il est totalement effacé, hein. Il est un peu implicite, mais il participe de la vie existentielle. À l'inverse, notre vie consciente, existentielle, elle est coupée de cette dimension ontologique par la chute, de cette dimension spirituelle par la chute. Donc, il y a toujours une participation possible dans notre vie existentielle de cette dimension plus spirituelle. L'inverse n'est pas vrai, à part un travail intérieur qui le rende possible. Donc, vous pouvez tout à fait, dans une vie existentielle, dans la synchronicité entre différentes choses, etc., dans la langue, euh, retrouver des choses qui participent de ce discours implicite que je retrouve, par exemple, moi, dans les rêves. Ça, c'est tout à fait possible. Bien, Natalia
à adresser à tout le monde donc un petit texte hein, sur l'écran dans le langage des oiseaux, dit-elle, et le langage ésotérique au sens précis du terme. Hein. Mm, Euh, voilà, vous avez donc un message, ça peut peut-être mm. Oui, je confirme. vous aider à préciser. Mm, je concorde totalement avec le texte envoyé par Natalia. Natalia. Ah, Mariana a levé la main. oui, Mariana, j'aurais une question, Patrick. Quelle est la dimension thérapeutique pour toi dans ta vie de tes rêves? En quoi ces rêves ont été porteurs de guérison pour le médecin que tu es? C'est une question qui est beaucoup plus complexe qu'elle ne paraît. Dans les modélisations que j'utilise, associées au niveau de réalité, il y a en fait, ce n'est pas que moi qui le dis, mais c'est une évidence de la Kabbale, du soufisme, etc. Il y a en fait trois drames ontologiques dans le ciel. Je reprends une parole d'Henri Corbin. Il y a une première séparation entre la Hadama, par exemple, si je prends l'exemple de la Genèse biblique, entre la Hadama, la terre vermeille des origines, qui est le monde divin, et le paradis, l'Éden, voilà, sur lequel va se retrouver Adam, et puis après Isha et Isha, qui deviennent Adam et Ève, etc. Bon, il y a tout un processus de dégradation de cette dimension originelle. Hein. Donc, au premier niveau, un monde divin, ensuite un monde spirituel ou angélique, le paradis, ensuite avec la chute, deux autres dimensions qui vont apparaître, hein. Une qui est celle associée à la ceinture de feuilles de figuier, et la dernière aux vêtements de peau offerts par Dieu. Tout ça, ça construit des niveaux de réalité, enfin, dans le texte de la Genèse biblique. Et donc, s'il y a quatre niveaux de réalité, hein, un qui est de fait ontologique et transcendantal, transcendant, et trois qui sont phénoménologiques, il y a nécessairement, s'il y a différents niveaux de réalité, c'est que les lois, etc., sont différentes entre ces mondes. Donc, il y a des voiles, des drames ontologiques, que Corbin appelle drames ontologiques. Donc, le premier drame ontologique entre le divin et la création, pour moi, il renvoie à une question qui est totalement associée à l'initiation. Là. Et l'étymologie d'initiation, c'est faire retour à l'initial, à l'origine, hein, au Bereshit, hein, qui se situe avant la chute. Et en ce sens-là, faire retour à l'origine, là, je pourrais parler de guérison. C'est pour moi la guérison, c'est la guérison du roi pécheur, hein, le monde du gras, là, j'entre dans des mythes, mais je ne peux pas parler de guérison, je vais guérir quelqu'un. Non. Dans ma vie professionnelle, je soigne des personnes, oui. Hein, curar et cuidar, c'est pas la même parole. Hein, soigner et guérir, c'est pas la même chose. Donc la dimension initiatique, c'est réfère à ce premier voile ontologique. Le second voile ontologique, qui est la séparation, la chute d'Adam entre le monde paradisiaque et le monde existentiel, monde spirituel, monde existentiel, il renvoie pour moi à une autre question qui est totalement platonicienne, hein, qui est la question de la maïotique. C'est-à-dire la véritable question associée à ce voile ou à cette rupture de voile est maïotique. Comment naître à soi-même? Qui renvoie à la question du self, par exemple, de Jung. Et la troisième question qui est associée au dernier voile en bas, entre monde corporel et monde astral ou monde psychique, euh, est associée aux soins, à la thérapie. Donc, ma modélisation, par exemple, elle consiste à considérer que le soin est associé à la thérapie. Il ne traite que de la personne psychocorporelle. Par exemple, dans les médecines traditionnelles, ça c'est très clair. C'est-à-dire que tu ne fais pas un traitement avec le yoga tantrique. Le traitement, c'est la médecine ayurvédique. Tu ne fais pas un traitement avec la méditation taoïste. Tu fais un traitement avec l'acupuncture. Parce que l'acupuncture, la médecine chinoise, elle est associée à une dialectique hein, qui se chame Biaoli. L'acupuncture Biaoli, ça veut dire extérieur et intérieur de notre propre corps.
avec revers de notre propre corps. Mais quand tu parles, par exemple, de la méditation taoïste, c'est une dialectique qui est neiwai, ésotérique, exotérique, ou occulte, apparent. Ce ne sont pas les mêmes constructions, les mêmes dialectiques. Donc, et ça, c'est vrai pour toutes les traditions et les formes de soins traditionnels. Donc, il y a des soins qui offrent si, ce sont des soins qui offrent à tenter d'améliorer le mal-être physique ou psychique, ou les deux de la personne. Ça, c'est la thérapie. C'est le fonctionnement de tout thérapeute, médecin, psychologue, etc., peut-être sophrologue, je ne sais pas qui soit. Autre chose est ouvrir la dimension maïotique, qui est une autre problématique, qui est comment toute cette vie existentielle de laquelle certes, les éternels retours, etc., je vais me distancier, comme cette distanciation dans le monde existentiel, on coupe les chaînes qui emprisonnent la personne dans la caverne, et peu à peu, elle va se retourner vers la sortie de la caverne. Comment peu à peu, cette dimension-là, par exemple, devient maïotique. Par exemple, le processus d'individuation de Jung est un processus maïotique. À l'inverse, Freud se cantonne dans une dimension thérapeutique. Ce ne sont pas les mêmes niveaux. C'est pour ça d'ailleurs que les deux ne peuvent pas communiquer entre eux. Chaque fois, ça renvoie à des questions épistémologiques, tout à fait. Et la cure, hein, c'est la guérison du roi pécheur, c'est-à-dire c'est la résurrection de l'être. C'est la sortie du monde des réincarnations, de la métempsychose, du cercle des révoltes, etc. Donc ce ne sont pas les mêmes niveaux qui sont impliqués chaque fois. Donc, pour moi, j'utilise les mots en fonction de la problématique, entre guillemets. Très bien, merci. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire, nous expliquer un petit peu comment as-tu utilisé la transdisciplinarité dans l'exercice de la médecine? Comment l'as-tu mise en œuvre? Donc là, au quotidien, qu'est-ce que la transdisciplinarité donc t'a permis de faire, par exemple, que tu ne pouvais pas faire donc avant d'avoir découvert donc, la TD? Pour moi, ça a été, bon, aujourd'hui, je suis retraité hein, depuis déjà pas mal d'années. Donc, on va passer assez lointain. Mais ça m'a aidé à problématiser le soin. C'est-à-dire que dans le soin, il y a l'objet qui est la technique, hein. Je vais utiliser l'acupuncture, la médecine allopathique, un traitement, une prescription, ma parole, l'interprétation orale, je sais pas, il y a différents objets possibles. Euh, Ensuite, la personne elle-même, parce que le soin, c'est toujours une interaction entre deux personnes, hein. Et en premier lieu, l'interaction était associée à ce que la personne accepte d'être et de recevoir, ce qu'elle est et ce qu'elle accepte de recevoir. Je m'explique. Si par exemple une personne est totalement identifiée avec le monde extérieur, il y a beaucoup de personnes comme ça, hein. La seule chose qui compte, tu parles avec la personne, c'est le tatouage, c'est le compte en banque, c'est la voiture, c'est la chirurgie esthétique, c'est la famille, les copains, la bière tous les vendredis soirs au bar, etc. Bon, sans aucun jugement possible, hein. Que ce soit très clair aussi, hein, ça fait partie de la vie, et c'est comme ça. Bon, bah, tu perçois que cette personne-là, elle est dans la situation caverne de Platon, hein, associée aux chaînes qui fixent la personne, qui s'identifie avec des sombres projetés là, sur le mur de la caverne, et que, bon, il n'y a que ça, cette réalité qui existe. Donc elle est sur un niveau de réalité matérialiste. Bon, étant sur un niveau de réalité matérialiste, Freud sera parfait pour l'aider. Si tu lui parles de Jung, elle va fuir, parce qu'elle ne va rien entendre, hein. Mhm. Et ça, c'est vrai pour tout.
C'est-à-dire que il y a des personnes, quand on le voit très bien en anthropologie, hein, il y a des personnes qui, vraiment, si tu leur fais pas une injection dans les fesses, ils se considèrent pas guéris. Parce que le remède, le comprimé, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on est tout le temps associé à des représentations dans la vie en général et dans le soin en particulier. Donc, il faut pouvoir déterminer quel type de représentation la personne a et à partir de la représentation qu'elle a, pouvoir l'accompagner et l'aider plus ou moins à se consommer en fonction de ce qu'elle est. Sur quel degré de l'échelle de Jacob, sur quelle réalité d'éléments, sur, sur quel phénomène. Patrick? On l'a perdu. Oui, c'est vrai qu'il y avait un problème de son. Voilà, voilà. Patrick, tout va bien? Oui, ça a coupé, c'est revenu. Bon, ça y est. Donc, sur quel niveau de réalité elle se situe, quelle est sa représentation de la vie et d'elle-même, etc. Accompagner une personne, c'est être compagnon, hein, c'est-à-dire partager le pain à l'endroit où elle est. On ne peut pas, désolé, non, c'est tombé. On ne peut pas forcer à boire une personne qui n'a pas soif. Hein. Mhm. Donc, la transsipérité m'a aidé à complexifier, à, à- à développer un certain nombre d'indicateurs associés à chaque plan, chaque niveau de réalité, etc., de Mhm. façon à pouvoir aider une personne là où elle est, dans un processus de transformation à partir de laquelle elle se situe. D'accord. Mais par exemple, euh, un des rôles du médecin, c'est aussi donc de dire la vérité à son patient. Est-ce que la transdisciplinarité a pu t'aider éventuellement donc à dire à un patient que donc il était atteint d'un cancer, par exemple? Comment est-ce que le fait d'utiliser la transdisciplinarité peut-elle t'aider, si tu veux, donc à offrir donc un confort d'explication, sinon peut-être parfois de justification, quand on est dans une problématique assez aussi douloureuse que celle-là. À nouveau, euh, on ne doit pas mentir à un patient. C'est possible. Moi, j'ai participé en tant que vie professionnelle, en particulier en hôpital dans les années 70. Hein, je ne dis pas aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans le coup. Mais en 70, par exemple, j'étais médecin des centres anticancéreux quelques années. Euh, le commun, c'était mentir aux malades. Ils étaient supposés ne pas savoir qu'ils avaient des cancers ou qu'ils étaient en phase terminale. C'était vraiment le comportement des soignants, tout le temps. Et il était très rare qu'une personne connaisse la vérité sur sa maladie ou sur sa situation de santé. Les choses ont évolué petit à petit ensuite. Mais c'était tout à fait commun, parce qu'il était plus compliqué de parler de la vérité que d'enfuir, parce que c'était plus confortable dans le soin. Hein. Et toutes les familles jouaient le rôle aussi, hein, le jeu de rôle. Hein, on voyait des familles venir, ah, mais t'en fais pas, tu vas aller mieux, la semaine prochaine tu vas sortir, sachant très bien que la personne ne sortirait jamais et qu'elle était condamnée. Hein. Donc ça, c'était vraiment la situation basique du soin dans les années 70-80. De nouveau, ensuite, les choses ont évolué, mais euh, en France, on n'avait pas du tout les comportements, par exemple, de la médecine des États-Unis. Hein. Il a dit les choses de façon assez abrupte, et puis tu te débrouilles avec. Donc, comment je faisais? Ben, à nouveau, c'est tout un art de tenter de percevoir ce que est la personne et ce qu'elle peut entendre et comment elle peut l'entendre. Mhm. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que quand tu vas voir un médecin ou un soignant, quel qu'il soit, hein, ben, c'est que tu as un certain espoir d'aller mieux. Alors, si tu commences à prendre ton épée et à lui envoyer un grand coup sur la tête, hein, lui disant, mon chéri, compte pas sur ça, tu vas mourir d'ici peu, bon, je vois pas
du tout en quoi c'est un acte thérapeutique ou de santé, enfin, ou de soins. Hein. Donc, donner de l'espoir, c'est toujours fondamental pour moi dans le soin. D'autant que je ne suis pas Dieu, pour savoir, hein, il y a des gens qui paraissent condamnés, qui sont vivants 10 ans après. Il y a des gens où, sur un plan totalement médical, tu leur dirais, bon, vous avez un cancer, mais c'est un état très peu développé. J'ai eu ça dans la vie, hein, professionnelle. Hein. Bon, vous avez de très très grandes chances de vous en sortir et la personne est morte un an après. Hein, alors que sur le plan des indicateurs enfin du soin d'oncologie, elle aurait dû s'en sortir. Mhm. Donc vraiment, on n'est pas des dieux. Hein. Il faut avoir, je pense, beaucoup d'humilité dans la médecine. Et si une personne vient te voir, c'est qu'elle a toujours espoir d'aller mieux. Et je crois qu'il faut l'aider, oui, à essayer d'aller mieux de la meilleure façon possible. Alors ensuite, ça va dépendre des personnes. Quand on a une expérience qui ouvre sur tous ces niveaux de réalité, ces différents paysages de l'âme, hein, comme je l'intitule hein, dans ce livre sur les rêves, et que l'on a une vision beaucoup plus amplifiée, euh, ben, on va aider la personne, par exemple, euh, sur un certain processus maïotique, à mieux se construire, à mieux faire ses choix, à mieux savoir qui elle est, et puis peut-être à l'aider à mourir, à lui donner une certaine ouverture sur une dimension qu'on pourrait appeler post-mortem. Parce que les rêves, par exemple, ouvrent toutes ces dimensions-là aussi, le croire ou non. Hein. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont eu des rêves avec des personnes mortes, par exemple, décédées, mais les rêves sont une mine de communication avec les morts. On peut y croire ou pas, mais j'ai vraiment eu des expériences très profondes euh, à ce sujet, et une histoire avant même ma naissance associée à ma mère, hein, qui était au Liban en 1940, avec blocus de la guerre. Euh, Son frère est mort, bien sûr, elle ne savait pas, qui était en France. Bon, elle a eu un rêve quelques semaines plus tard que son frère venait la voir, lui annonçant qu'il était mort, lui annonçant que son corps, qu'il était en paix, que son corps était au sec. Bon, et quelques temps plus tard, elle reçoit une carte de ma grand-mère lui annonçant la mort de son frère et que le tombeau familial qui avait été ouvert et qui était rempli d'eau, ben, on avait mis le corps dans le tombeau d'une voisine au sec. Bon, on peut pas. Et mon père témoin de la situation. Hein, comment peut-on expliquer, par exemple, un rêve avec toutes ces informations-là euh, en dehors d'une communication avec l'âme d'un mort? Hein, je ne vois pas d'autre solution possible, etc. Donc, l'accompagnement ouvre toutes ces possibilités-là. Toute la question, c'est ce que la personne peut entendre et recevoir ou pas, chaque fois. D'accord, merci. Natalia, tu avais levé la main? Ah non, non, non. Je vous écoute, mais j'ai entendu le mot Liban. Alors, votre mère était au Liban, Monsieur Paul? Oui, oui, et ma sœur est née à Beyrouth Ah, en très bien. Moi, je 1939. suis... Ah, le monde est vraiment petit parce que moi, je suis libanaise et je vis actuellement au Hmm. nord du Liban. Ah, Donc, ça fait plaisir de savoir ces informations. si, 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 mes parents étaient au Liban et ma sœur est née là-bas. Super. Bien. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser des questions? Paolo a levé la main. Paolo Refici. Le micro. Paolo, oui. Le micro, Paolo. Je m'excuse, je dois y aller, j'ai un bus. Merci beaucoup. Oui, Merci, merci pour ta présence, Edith. Merci. Merci. Oui, merci. Merci. Moi aussi, je suis Paolo, désolé. Je suis désolé, je vais bientôt vous quitter également. C'était super intéressant. Merci beaucoup. merci Laurent Ciao, également pour ciao. votre présence. Au plaisir, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bientôt. Au revoir. bon, j'ai trouvé très intéressant et très riche votre contribution. Il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de questions que vous avez posées et on n'a pas le temps, mais j'étais bien surpris de votre conclusion quand vous avez annoncé
la relation entre la transdisciplinarité et la transspiritualité. Alors, c'est un thème très avancé. Pouvez-vous dire quelque chose encore sur cette relation? Nous commençons à travailler sur le thème de la paix dans un travail qu'on va préparer dans le réseau UniTwin sur l'éducation à la paix dans une vision transdisciplinaire. Alors, ce serait intéressant c'est d'avoir quelques réflexions sur certains thèmes. Pour moi, la question du trans est associée à ces modélisations globales, hein, Oui, sur lesquelles je travaille depuis 40-50 ans. Et bien évidemment, ensuite, ça n'est pas le préfixe qui va compter, mais le nom proprement dit. Donc, qu'est-ce qui peut être dans, entre, à travers, au-delà des disciplines, transdisciplinarité? Qu'est-ce qui peut être dans, à travers et au-delà, par exemple, des religions, hein? d'accord. Donc, ben, plus vous développez ces modèles, plus vous vous apercevez comment dire, l'énergétique de ces modélisations. Hein. Au sommet de la pyramide, on est dans une unité. Donc, il n'y a pas différentes religions. Il y a une trans-religion. Ensuite, à un niveau plus bas, qui est celui de la non-dualité, il y a une communication interreligieuse possible. Et plus vous descendez dans l'interprétation, plus vous allez dans la séparation. Jusqu'au moment où il peut y avoir, au niveau le plus bas, un conflit et des guerres religieuses. L'un n'exclut pas l'autre. Ce sont des questions de, 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 de tranches. C'est une question de phénoménologie et d'ontologie associée aux personnes ou aux enseignements. Euh, euh, donc pour moi, ce qui se décline au niveau de la discipline peut se décliner au niveau du transpersonnel. Hein, le transpersonnel, je sais qu'il y a beaucoup d'entendements possibles à cette question-là également. Et pour moi, le transpersonnel, bon, j'en témoigne dans ma propre recherche avec mes rêves, hein. Mes rêves sont totalement interliés à une dimension personnelle et transpersonnelle. Euh, et le transreligieux ou le transculturel, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus on va vers les séparations, plus les cultures, etc., sont en opposition, sont en conflit. Plus le cheminement intérieur se développe, plus on va vers l'unification. Euh, donc c'est un petit peu la perception que j'en ai. D'où l'importance, chaque fois, de considérer que tous ces systèmes, ce sont des modélisations sur lesquelles je travaille. Ce sont des modélisations qui sont à la fois avec des niveaux de réalité, des niveaux ontologiques, etc., qui sont en même temps séparés et reliés. Oui, c'est ça. Par exemple, au niveau de l'ontologie vis-à-vis de moi-même, je suis séparé et relié. C'est-à-dire que j'ai une réalité ontologique qui est celle de mon corps, hein. C'est une dimension ontologique, mon corps, hein, le corps que je suis, qui parle de ma réalité au monde physique. L'ego que je suis, qui est différent de mon corps, hein, parle d'une réalité psychique. Le self ou l'ange, je ne sais pas trop, ou l'âme spirituelle que je suis également, et dont on peut faire l'expérience dans les rêves, porte une autre identité spirituelle. Et le nom divin que l'on peut recevoir, j'ai eu ce bonheur également dans ma propre journal, dans mon propre chemin, est associé à une autre ontologie divine, à une théophanie. Et, donc ces identités, elles sont en même temps séparées les unes des autres, distinctes les unes des autres, sur un certain niveau, et de façon paradoxale, elles sont totalement interliées sur un autre, parce que l'ontologie est plurielle. Et cette ontologie plurielle, elle porte dans le champ de l'ontologie le trans, hein, ce qui est dans, entre, à travers et au-delà. Hein. Donc il y a une ontologie sur chaque niveau de réalité, il y a une ontologie entre les niveaux de réalité, il y a une ontologie qui traverse tous les niveaux de réalité, qui est le chemin intérieur, et il y a une ontologie transcendante qui est au-delà de toutes les ontologies de l'étang, entre guillemets. Et c'est la même chose pour les cultures, etc. Donc ça dépend chaque fois de la lecture que l'on va faire, hein,
et du niveau de réalité sur lequel on se situe, parlant de ces choses-là. Et à la fin, il faut trouver des solutions qui vont au-delà de toutes ces différences. Oui, Sinon, oui, on se sépare. La conclusion, c'est qu'on se sépare. Mais oui, votre discours, c'était la recherche à travers le rêve, à travers l'intériorité, à travers une science à faire, ouverte, de trouver les rencontres, de trouver oui, la supération des différences. oui, oui, c'est un processus d'intégration. C'est ça, oui. Tout Alors, ce ça, qui unifie va dans la direction, entre guillemets, du bien, pour parler de Platon, ou de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout ce qui sépare va dans la direction du mal. et ça, c'est un nouveau monde, un nouveau monde on va travailler pour le futur parce que Mm. nous C'est sommes essentiel. nous séparer que C'est- nous Mm. rencontrer dans les différences. Mm. Ou non? Oui, oui, oui. C'est Et essentiel. Respecter les différences tout en dynamisant ce qui unifie ces différences, en valorisant ce qui unifie. Ça a été le sens de ma démarche dès le départ, hein, avec plutôt la question disciplinaire, hein. Comment respecter les différences, hein. Je ne fais pas un travail syncrétique. La médecine chinoise, c'est la médecine chinoise, l'allopathie, c'est l'allopathie, l'homéopathie, c'est l'homéopathie, etc. Mais comment on peut trouver des indicateurs, etc., qui vont permettre d'intégrer dans un métamodèle ces différents niveaux, les uns avec les autres, et de faire qu'ils soient coordonnés et coopérants les uns avec les autres, et non pas en opposition, comme par exemple c'est souvent le cas dans la médecine. Si on est homéopathe, l'allopathie, c'est Vade Retro Satanas, et si l'on est allopathe, l'homéopathie, c'est totalement négatif, ça n'existe pas, etc. Donc là, on a des modèles d'opposition. vous avez parlé Et dans de modélisation. Dans ce cas, il y a des modélisations ouvertes parce que on ne se peut le- pas serrer dans la modélisation, c'est ça? Je travaille beaucoup sur les modélisations avec des indicateurs et je Oui. pense qu'on peut arriver sur différents champs culturels, religieux, je ne sais trop, arriver à créer ces modélisations et permettre ces communications, ce processus d'intégration. Je vous remercie beaucoup parce que c'est très riche votre contribution. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons utiliser dans nos travaux quand même. C'est bien, Merveilleux, j'en suis très heureux. c'est bien. Bien, d'autres questions avant de se quitter? Bon. Florent, on te laisse le mot de la fin? Oui, ben écoute, Patrick, merci énormément de ta présence, de ta venue, de cette genèse, de la présentation de ton parcours. Donc, je ne saurais trop encourager, évidemment, tous ceux qui nous écoutent, pardon, présentement ou dans le futur, à se procurer ton ouvrage. Merci Jean d'avoir choisi Patrick pour inaugurer cette nouvelle série de visioconférences 2025-2026. Je rappelle juste que des symposiums vont avoir lieu très bientôt, hein, un premier ce prochain vendredi et un autre le mois d'octobre. Ils seront suivis d'autres. Donc le CIRET est toujours très actif grâce à ses membres, grâce à ses amis, grâce à l'implication de tout le conseil d'administration, dont de nombreux membres sont présents ce soir. Merci à tous, merci à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Merci Mireia d'avoir été là. Et puis, Jean, je ne crois pas que ton prochain invité soit encore déclaré ou sollicité. Ah, Si. eh ben alors écoute, c'est le moment d'en faire l'annonce et puis on pourra terminer avec ça. Ou c'est un secret encore. Écoute, non, disons que là, je vous donnerai les informations Très bien. dès mon retour. Voilà, Parfait, parfait. à partir du 1er ou du 2 octobre. Bon, merci d'avoir fait ce petit break siret intervacances.
Et puis à tous une très bonne fin de journée ou de soirée ou d'après-midi selon vos fuseaux horaires Voilà. respectifs. Merci, Merci. Florent. Bon, Merci à tous. Merci Merci Patrick, beaucoup, merci Patrick. Merci. Florent, Bonne Merci merci beaucoup, Au soirée. Patrick. Michaela, merci, à Au bientôt. revoir. merci Merci. Au Natalia, revoir. Patrick. Merci à au tous. revoir, Au Merci. revoir. Au revoir. À la prochaine. au revoir.